J'appelle tout de suite, si vous voulez bien, Johan Fournil et Fabrice Bertil pour qu'on termine cette séquence à la fois recherche et application industrielle. Je les invite sous vos applaudissements à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Donc, on va terminer cette séquence avec deux explorations aussi absolument passionnantes. On va démarrer avec vous, Johan Fournil, très heureux et honoré de vous accueillir, parce que là aussi, on va être entre la bio-inspiration et l'application très concrète hein, dans nos vies de tous les jours. Il faut aussi vous rendre compte que ME2 Life Sciences, c'est le nom de la boîte, est là où une des plus grosses levées de fonds de l'année en matière de green tech, de green tech ou d'AGTech, oui. Parce que vous allez nous parler de la façon dont on peut se passer de pesticides. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle et c'est possible. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par m'excuser. C'est une manière bizarre de commencer une discussion, mais je ne suis pas scientifique comme mes prédécesseurs et comme la personne qui va prendre la parole après moi. Donc moi, je vais faire de la vulgarisation. Alors vulgariser, c'est trahir un peu, donc je m'en excuse auparavant. Et en revanche, l'autre différence avec les exposés qui ont précédé, c'est qu'on va parler de sciences appliquées, beaucoup moins de recherche fondamentale et beaucoup plus de choses qui sont issues du biomimétisme, qui ne sont pas de l'inspiration, mais qui sont déjà de la reproduction de la nature et qui est déjà opérationnel, vous l'avez dit, ça fonctionne, ça marche, on est 170 dans l'entreprise à fabriquer ces produits-là et à les vendre dans le monde entier. Donc on va essayer d'expliquer ce que c'est, comment ça marche et pourquoi c'est une source d'espoir et quel est le rôle du biomimétisme dans tout ça. Alors le business model, il est très simple, c'est s'inspirer de la nature, des odeurs émises naturellement par les insectes pour, à l'aide d'une chimie complexe, permettre de transformer l'alimentation et l'agriculture en une agriculture respectueuse de l'environnement et notre industrie traditionnelle en une green tech. Alors, on est tous d'accord que c'est la fin d'une ère. On s'accorde tous à considérer que l'usage des pesticides de manière massive est quelque chose qui doit être derrière nous. Et quand je dis tous, c'est les agriculteurs eux-mêmes, les pouvoirs publics, les consommateurs, vous, moi, les scientifiques. Aujourd'hui, il y a un véritable consensus. Il faut que ça cesse. Il y a des mouvements sociétaux, il y a des prises de conscience du fait que les pollinisateurs sont en danger, il faut que ça cesse. Il y a beaucoup d'enjeux. Dire il faut que ça cesse, c'est une première chose, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a énormément d'enjeux. Il faut nourrir 9 milliards de personnes d'ici 2050. Il faut faire progresser la production alimentaire de 70% d'ici 2050 et en cassant l'intégralité des modèles sur lesquels on a développé l'agriculture depuis 40 ans. Donc c'est très compliqué, c'est pas évident. Il y a des objectifs qui sont drastiques et qui sont ambitieux. Les pouvoirs publics français et européens veulent réduire de 50% l'utilisation des phytosanitaires. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, les phytosanitaires, c'est le gros mot pour parler d'insecticides conventionnels. Il y a des enjeux techniques, il y a de moins en moins de produits qui sont utilisés, les produits chimiques. Il y a des enjeux économiques. On parle de 250 milliards de dollars de pertes liées aux insectes ravageurs dans les plantes et les cultures. Il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux sociétaux, des enjeux de préservation de la biodiversité, des enjeux commerciaux, parce que les produits bio, ça se vend bien, c'est rentable pour les agriculteurs qui les produisent et les gens qui les distribuent. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et ça ne se fait pas comme ça. Et on trouve tous que ça ne va pas assez vite. On trouve tous que ça prend trop de temps. Alors, on souffle et on se dit qu'on va réussir à dire non aux pesticides conventionnels et qu'on va réussir à trouver des solutions qui fonctionnent. Alors, cette solution qui fonctionne et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les phéromones. Donc, c'est les substances qui sont naturellement émises par les insectes pour communiquer entre eux. Donc, c'est des substances qui sont non nocives, volatiles, c'est des odeurs, pour résumer. Et on arrive avec ces phéromones, à avoir une influence sur ces insectes. Alors, ces phéromones, elles ont été découvertes par quelqu'un dont on a parlé déjà tout à l'heure. Je remercie le premier intervenant, Jean-Henri Fabre, il l'a cité. Vous l'avez là en photo. Alors, dans son atelier, en 1879, il s'est rendu compte que les papillons de nuit,
Bien, ils communiquaient entre eux, ils interagissaient entre eux sans se voir et sans s'entendre, donc, et sans se toucher. Donc il s'est dit, forcément, il y a une odeur là derrière tout ça. Et donc il a commencé à théoriser la communication olfactive entre les insectes. Et en 1959, Adolf Butenandt a identifié la première phéromone. C'est un scientifique allemand. Et donc, c'est donc une vieille science. C'est donc une science qui a aujourd'hui plus de 60 ans. Et qui a été, l'enjeu pour nous a été de la remettre au goût du jour, la redynamiser par des contenus technologiques pour réussir à en faire un bon outil pour protéger les cultures. Alors, ces phéromones, elles servent à plein de choses. Elles peuvent servir à l'alarme, c'est-à-dire à un insecte en danger pour prévenir comment dirais-je, pour prévenir les autres membres de la même colonie. C'est une phéromone d'agrégation, donc un regroupement, pour signifier à tout le monde que c'est propice à l'établissement d'une colonie ou à la nourriture ou à la reproduction. Phéromone de piste, de trace, phéromone alimentaire, l'odeur du garde-manger, ça reste une des meilleures odeurs. L'odeur du marquage territorial, ça peut être aussi une phéromone sexuelle, c'est la plus répandue pour notre usage. Et une phéromone sexuelle, c'est une odeur qui est émise par la femelle en général, parfois par le mâle, pour que les insectes puissent s'accoupler, donc se reproduire et proliférer. Comment ça marche? Donc l'insecte possède des capteurs olfactifs sur ses antennes, ce qu'on appelle des sensils, des petits cils sur ses antennes, qui vont capter les molécules et les phéromones dans la nature. C'est bien entendu des signaux qui sont sélectifs. Chaque espèce a une phéromone qui est sa propre signature olfactive et qui n'a aucune incidence avec les autres espèces. Et donc ce signal olfactif va se transformer en signal chimique, puis en signal nerveux. Et là, c'est là où le biomimétisme est là, c'est qu'on ne va pas s'inspirer de cette mécanique, on va tout simplement la reproduire. C'est-à-dire que la phéromone de chaque espèce va être reproduite en laboratoire, à l'identique, et on va pouvoir ensuite s'en servir de leur pour pouvoir avoir une incidence, une influence sur ces insectes ravageurs et limiter leurs dégâts, limiter leurs nuisances. Alors, un petit film... Non, bon, il y a un petit film normalement qui devait montrer comment fonctionnaient exactement ces phéromones. Donc, on voit les petites billes bleues au-dessus sont les molécules odorantes. Elles sont repérées par les petites sensils sur ces antennes. À l'intérieur de ces petites sensils, il y a des petites protéines qui vont transporter ces phéromones jusqu'au système nerveux, ouvrir une porte d'un neurone sensoriel, et à partir de là, ça va entraîner une réaction, un stimulus nerveux qui va entraîner une réaction comportementale et donc un accouplement, un déplacement, etc. Alors on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on s'en sert de ces phéromones pour protéger les plantes et les cultures? On s'en sert avant tout pour d'abord surveiller ces champs ou capturer les insectes. C'est-à-dire, c'est la bonne vieille méthode, vous prenez un diffuseur de phéromones, un piège, et ça vous permet de capturer les insectes visés. Alors soit vous en servez comme détection, comme surveillance, est-ce que cet insecte est là ou pas, ou alors vous augmentez le nombre de pièges et vous capturez l'intégralité de la population des ravageurs. Alors ça marche très bien, certaines ou certains d'entre vous en ont peut-être déjà dans leur jardin pour protéger leurs tomates, leurs buis ou leurs pommiers. Ça marche très bien. Il y a aussi une autre méthode pour les champs et les agricultures et les grandes surfaces, c'est ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Alors le mot prête à sourire, il s'agit simplement de diffuser la phéromone sexuelle de l'insecte sur la parcelle, sur une parcelle d'assez grande taille. C'est la phéromone qui est normalement émise par les femelles, on va la diffuser de manière homogène sur toute la zone à protéger. Ainsi, les mâles vont être dans l'incapacité de détecter les femelles et donc de s'accoupler. S'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de larves qui sont en général les causes des dégâts et des nuisances dans les fruits. Donc on ne tue pas l'insecte, on ne lui inocule aucune substance nuisible ou nocive, simplement on le désoriente et on le perturbe dans son déplacement et dans son accouplement. Donc il n'y a pas d'accouplement, il va vivre sa vie normale, il va mourir de sa belle mort, il ne va pas être contaminé par une quelconque substance que ce soit, il va juste être désorienté, sa petite boussole interne va être hors d'état de fonctionner et il va être empêché de rencontrer sa partenaire pour s'accoupler. Donc c'est une méthode douce et en même temps remarquablement efficace, puisque quand vous réduisez les rencontres entre mâles et femelles sur une population particulière d'insectes qui attaquent les récoltes, vous supprimez 80, 90, 95% des dégâts et de la population du nuisible. Alors, c'est une solution efficace.
jusqu'à démontrer que les insectes décident d'arrêter de communiquer par des odeurs et communiquent par des tweets, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Ça reste la méthode la plus sûre et la plus efficace pour protéger biologiquement les plantes et les cultures, à la fois en petite et en grande surface. Alors c'est une efficacité qui est comparable aux pesticides traditionnels. Je vous l'ai dit, on arrive à des niveaux d'efficacité de 80-90%. C'est sélectif, ça c'est extrêmement important. Il existe beaucoup d'autres solutions biologiques qui sont utilisées aujourd'hui pour protéger les cultures, mais elles ne sont en général pas sélectives. Celle-ci, elle est sélective, c'est vraiment une signature olfactive d'un insecte visé. Aucune toxicité pour la faune, pour la flore, pour les opérateurs, pour les riverains, pour les pollinisateurs non plus. Donc vraiment, c'est pas loin d'être une martingale. Pas de résidus sur les fruits et sur les légumes que nous consommons, puisque ce sont des odeurs et qu'elles sont extrêmement volatiles, et pas d'intrants. C'est-à-dire pas de produits ou de substances quelconques qui rentrent dans le sol. Donc on est vraiment affaire à une solution qui présente un très grand nombre d'avantages pour protéger à la fois des jardins, des espaces verts, des forêts, des serres ou des champs. Alors, nous, on a décidé de s'attaquer à ce marché-là il y a 6 ans aujourd'hui. On est maintenant 170. On fait tout en France, dans la vallée du Lot et dans le marais camarguais dont on voit les flamants roses derrière moi. Et on est devenu le premier producteur en Europe pour fabriquer ça. À la fois pour protéger des jardins comme le parc du château de Versailles, mais également du maïs en Chine, comme on le voit dans la province de Chengdu en Chine. Notre particularité, et la particularité de ce métier de faire des phéromones, et c'est du biomimétisme. Donc on commence d'abord par travailler avec des organismes académiques, avec l'INRA, avec le CNRS, avec énormément de facultés. Et ensuite, on reproduit en laboratoire avec la précision qui est quasiment la même précision que pour fabriquer une molécule de médicament, cette phéromone. Et puis après, on va essayer de travailler pour la formuler, pour l'appliquer dans les champs. Une fois qu'on a une odeur, c'est bien d'avoir l'odeur, c'est encore mieux de bien la diffuser de manière pratique pour l'agriculteur et surtout de manière pérenne, que cette odeur soit répandue de manière linéaire et longue sur la parcelle pendant toute la durée de la récolte ou de la maturité du fruit. Je vais aller très vite. C'est un produit, donc c'est des solutions qui sont vendues dans le monde entier, à la fois pour des petites cultures vivrières en Afrique, comme sur des surfaces gigantesques de soja ou de maïs dans les continents américains. C'est vraiment à chaque fois un travail qui est relativement... notre travail, c'est d'abord de reproduire cette phéromone, ensuite de la formuler, puis de la rendre facile à appliquer pour l'agriculteur, quels que soient ses outils. Et on y croit beaucoup, parce qu'il y a une conviction, c'est que parmi les indicateurs du développement durable de l'ONU, ils sont 17, et ce travail basé sur ce biomimétisme, cette reproduction de ces odeurs de la nature, de ces odeurs naturelles des insectes, et bien ce travail-là et les applications qu'on peut en faire, c'est 11 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc on a vraiment la sensation et la conviction qu'en continuant nos efforts, en fabriquant de plus en plus de nouvelles solutions, on va pouvoir cocher le plus grand nombre de cases et aller tous ensemble vers une agriculture plus respectueuse et plus durable. Voilà, c'est économique, ça respecte l'environnement, ça répond aux attentes sociales et aux attentes sociétales et aux attentes de santé, et c'est efficace agronomiquement, donc c'est une belle démonstration que la nature et son inspiration est un bon levier pour réussir des choses qui économiquement fonctionnent, et il y a des belles applications aujourd'hui. Voilà, je vais... Oui, je suis désolé. Non, je vous en prie. Voilà, simplement pour terminer super. sur le fait que ces solutions se présentent sous un très grand nombre de formats et peuvent être pulvérisées dans les champs aujourd'hui comme on pulvérisait hier un chimique conventionnel. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très intéressant, et on est d'ores et déjà dans l'application avec un vrai substitut à des produits qui aujourd'hui posent un certain nombre de problèmes, et vous l'avez illustré à travers un produit de substitution. On peut résoudre 3, 4, 5, 10, 12 enjeux liés aux enjeux du développement durable. Donc merci beaucoup. Une belle boîte française en plein développement. Donc il n'y a pas que la technologie industrielle allemande. On était absolument ravis de la performance de Thomas. Mais c'est très chouette aussi de voir des belles aventures à la fois de recherche et de développement industriel portées par des entreprises françaises.